Est-ce que tu préfères travailler sur des projets qui sont, bien rémunérés, sur des gros projets, sur des grosses licences? Ou alors des fois tu préfères quand même être sur des projets plus petits, plus humbles, mais qui sont vraiment intéressants? Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur Derrière la cam, votre émission qui parle des métiers du cinéma. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Martin Desgagnés. Bonjour Martin. Salut. Donc tu es acteur. Voilà. Et bien du coup, je vais te laisser te présenter et parler un petit peu de ton parcours. Oui, mais oui, c'est ça. En fait, je suis, je dirais, un généraliste plus qu'un spécialiste, comme disait Jacques Languirand à la radio à l'époque. Oui, donc je suis un peu un touche-à-tout. Mais oui, ma formation est vraiment, et à la base, je suis plus un acteur. C'est quelque chose qui est venu très tôt, je dirais. J'ai su que j'étais au primaire, que j'avais envie de faire ça. Ben, en fait, je revenais de l'école à chaque jour avec une idée de ce que je voudrais faire plus tard qui était différente. Donc, d'un jour à l'autre, ça changeait, ça changeait, ça changeait. Et à un moment donné, j'ai dit à ma mère, « Ah, je sais, je vais être acteur, comme ça, je vais pouvoir toutes les faire. » Ça, c'est bien ça. Ça, que- c'est une bonne idée de parcours, ça. Voilà, fait que j'avais... Donc, c'est cette curiosité-là de vivre plein d'affaires qui m'a donné le goût de devenir acteur, de jouer. Tout ça, donc, dès que j'ai eu la possibilité, après le secondaire, tout ça, je me suis inscrit dans une école de théâtre. Je suis allé à l'option théâtre de Sainte-Thérèse. Et j'ai fait un an là pour ensuite aller faire un DEC en cinéma, parce que la réalisation aussi m'intéressait. Donc, j'ai fait deux ans là, un DEC. Et ensuite, je suis rentré au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. D'accord. Pour vraiment avoir une bonne formation d'acteur. J'imagine que c'est la plus grosse école de Montréal pour les acteurs. Oui, le Conservatoire et l'École nationale aussi de théâtre du Canada, qui sont les deux écoles montréalaises qui sont vraiment les plus réputées et où il y a des professeurs vraiment de grande qualité. J'ai rencontré au Conservatoire vraiment des professeurs signifiants comme Igor Vadis, professeur ukrainien qui venait nous enseigner. J'ai rencontré Robert Gravel, qui était un metteur en scène et acteur, qui est malheureusement décédé maintenant, mais qui nous a apporté beaucoup de liberté, beaucoup d'envie de jouer dans le jeu, justement. C'était vraiment tous des professionnels qui travaillaient à côté sur des projets, etc. Oui, oui, oui. Et donc, c'est ça. Après ça, quand j'ai fini le conservatoire, bien, j'ai décidé de fonder ma compagnie de théâtre pour pouvoir faire de la mise en scène de théâtre. Donc, c'est ça, j'ai eu ça pendant une dizaine d'années à peu près, puis j'ai fait à peu près 4 mises en scène avec ça, plus des mises en lecture. On a travaillé des textes, travaillé la création, ça m'intéresse toujours beaucoup. Plus que le classique en général, malgré qu'il y a aussi des belles aventures dans le classique, mais oui, la création, ça m'allumait vraiment beaucoup. Super. Et puis, éventuellement, bien, j'ai commencé aussi à faire du doublage. Et c'est joint à ça de l'écriture pour télé, théâtre, cinéma. Okay. Et voilà, fait que j'ai finalement touché à beaucoup de choses. Donc oui, vraiment, tu as fait beaucoup d'acting en tant que... enfin, sur du théâtre, série télé, c'est ça aussi que tu m'avais dit. Tu as aussi cinéma, j'imagine. Oui, absolument. Ouais, tu as quand même un très, très gros parcours. Ça fait à peu près combien de temps maintenant que tu exerces? Bien, j'ai fini l'école en 96, alors ça fait 29 ans. Ouais. 29 ans que j'ai fini l'école et que j'évolue dans le milieu. Ouais. Bah, bravo, en tout cas, bravo, c'est un sacré parcours. Bah, du coup, j'imagine qu'avec tout ce parcours, là maintenant, tu arrives du coup très bien à en vivre de ton métier. Bien, en général, oui. Je dirais que les 2 premières années que je suis sorti de l'école, là, il a fallu que je travaille dans des cafés. D'accord. Éventuellement, j'ai eu mon premier rôle au cinéma dans Full Blast et là, j'ai eu de l'argent pour vivre 1 an. Okay. Je suis retourné dans des cafés. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire du doublage, là j'ai pu vraiment me consacrer vraiment au métier. Ça a beaucoup aidé. Donc, j'ai été comme 25 ans au moins sans avoir à travailler en dehors du métier. Cool. Et puis, est arrivée une pandémie
qui a été très difficile au niveau financier. Je vois pas de quoi tu parles. Oui, Je vois pas de quelle pandémie tu pourrais parler. Assez intense. Ouais. Donc là, c'est à ce moment-là, il a fallu que je pallie en sortant du métier, en faisant d'autres choses. Et puis, à la sortie de la pandémie, ben là, ça a repris. Fait que il y a eu plusieurs rôles qui sont apparus, beaucoup de séries. Donc ça a très bien été. Puis là, ben là, il y a un autre petit creux de vague là, en ce moment. Fait qu'on on va voir comment ça va se passer. Tu as le droit de dire un peu sur quelle série tu as travaillé? Parce que je sais que tu as fait quand même des grosses séries qui sont sur Crave, par exemple, ou sur d'autres plateformes. Si tu veux un peu en parler, c'est avec grand plaisir. Oui, absolument. Ben oui, dernièrement, en fait, j'ai joué dans Nuit Blanche, qui a été sur Prime. Sur Crave, ça a été dans In Memoriam, une série qui était très, très audacieuse, je trouvais. À Cœur battant, à Radio-Canada, Alerte à TVA. Aussi Indéfendable, la série juridique, la quotidienne de TVA. Donc oui, plusieurs rôles, des rôles intéressants, très différents les uns des autres. Alors, j'imagine que beaucoup du public qui vont nous regarder te connaissent déjà ou au moins ont dû te voir sur une ou plusieurs séries. Peut-être même aussi dans du doublage parce que tu doubles un acteur en particulier. Je te laisse le dire. Oui, ben, l'acteur le plus connu que je double, c'est Chris Hemsworth. Qui fait Thor, le super-héros dans les Avengers. Voilà. Messieurs, dames, nous avons Thor avec nous aujourd'hui. Je trouve ça génial. Oui, donc oui, c'est le doublage, c'est bien intéressant aussi. Et du coup, je voulais un peu te poser la question, mais tous ces projets-là, comment tu les trouves? Est-ce que tu as un agent ou pas? Oui, j'ai un agent, absolument. C'est à l'agence Ginette Achin. Donc, c'est une agence bien reconnue à Montréal qui existe depuis longtemps. Donc, c'est sûr que ça offre des possibilités. En fait, il y a deux façons de trouver des projets, deux grandes catégories, je dirais. La catégorie officielle, donc qui passe par l'agent, où là, où il va y avoir une production qui va engager un directeur ou une directrice de casting. Qui va envoyer les descriptions de personnages aux agences avec qui ils aiment travailler, qu'on appelle des breakdowns dans le milieu. Les agences vont recevoir ça et vont suggérer des gens qu'ils représentent pour tel rôle. Et puis après ça, quand la direction de casting accepte de voir la suggestion de l'agent, on se retrouve en audition où on a le rôle s'il n'y a pas d'audition. Mais ça, c'est donc le processus officiel. Sinon, ben, il y a les contacts, évidemment. Des gens avec qui j'ai déjà travaillé qui veulent me revoir dans un projet. Donc là, des fois, ça passe directement, on m'appelle directement. Ou des fois, il y a aussi des productions qui sont moins financées, disons, qui sont... et là, c'est plus des aventures entre amis. Donc là, l'agence n'intervient pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent. On le fait vraiment pour le plaisir, pour l'exploration. Bah, on peut le dire, hein. On a bossé ensemble sur un projet, enfin sur deux projets d'ailleurs, deux projets non rémunérés, mais en fait, on s'était connus comme ça. C'est que en gros, j'avais du coup fait une appel d'offres, donc du coup chercher un acteur en particulier pour un de mes courts-métrages. Du coup, à la base, c'était The Debt That All Men Pay, un film qui est actuellement en festival. Et surtout après, tu as joué du coup dans ma mini-série Roxane, donc qui est sur mon YouTube. Si jamais vous voulez la voir, bande-annonce. Donc j'espère que vous avez apprécié cette bande-annonce. Et puis si vous voulez regarder la série, n'hésitez pas, elle est sur mon YouTube.
Donc voilà, vous pourrez voir tous les talents de monsieur. Donc voilà, j'ai pu faire mon petit instant promo, c'est parfait. Super. Nickel. Donc ouais, c'est ça. Mm. Mais du coup, j'imagine que toi, tu cherches plus vraiment maintenant des projets directement. C'est vraiment juste les agents qui viennent te contacter. Il y a un peu des deux quand même. Ok. Oui, souvent les projets vont arriver par l'agence, mais aussi des fois, ça m'arrive de faire un petit coucou à un réalisateur que j'admire, avec qui j'aimerais Ok. travailler, puis dire si jamais tu penses à moi, je serais intéressé à travailler avec toi. Donc ça m'arrive de faire ça aussi. Ah, c'est cool. Donc, ouais, des fois, c'est le bon timing, puis ça, ah, justement, Oui, c'est ça ça. donne bien. Si tu arrives sur un creux un petit peu à un moment donné et que un réalisateur cherche quelqu'un en particulier, là, tu peux répondre Ouais. de ton côté. Oui, c'est ça. Parce que t'as pas une contrainte vis-à-vis de l'agence, par exemple, qui t'interdirait de chercher par toi-même des castings. Il y a pas de. Non, 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 mais ça se fait en collaboration de toute façon, parce que si, par exemple, je fais un petit coucou à un réalisateur qui est justement en casting, puis que finalement ça fonctionne, de toute façon, c'est mon agence qui va négocier le cachet, qui D'accord, oui. va... Donc, c'est une collaboration, peu importe qui est à l'origine du contact de ce projet-là, on va, Et du on coup, va travailler ensemble. l'agence, elle est payée de quelle manière? C'est par les prods ou c'est par toi? C'est par mois. D'accord. C'est une commission sur les cachets. D'accord, ok. Donc, c'est ça, quand je suis payé, ben, il y a une partie qui va à l'agence pour Ok. les remercier du travail qu'ils font. Non, bon, bah, du coup, c'est vraiment gagnant-gagnant dans tous les cas. Ça Ouais. permet d'avoir beaucoup de rôles. Mais l'agence, elle cherche simplement pour le cas de acteur, mais aussi enfin, pour tout ce que tu fais, par exemple pour du théâtre, pour acteur voix aussi, ou juste que pour les films ou pour les séries. C'est surtout pour le jeu devant la caméra, séries, films. Ok. Ça, le doublage, ça, je m'en occupe moi-même. Donc, Ah, ok. j'ai toujours géré ça tout seul. Mais sinon, ça passe par l'agence. Il n'y a pas d'agence qui gère pour le doublage? Il y en a, je crois, oui, ça existe. Ok. Mais moi, j'ai pris l'habitude de le faire moi-même, puis je trouve que ça va bien comme ça. Ok, bah, parfait. Mm. Très bien. J'avais une petite question un petit peu à te poser. C'est comment expliquer? Ça fait maintenant quelques années qu'on voit en fait que les acteurs sont ressuscités numériquement. Mhm. Et du coup, je voudrais un petit peu savoir ce que tu en penses en fait de tout ça, de cette résurrection numérique, donc par effets spéciaux. Euh, Ouais. T'en penses quoi en fait de ça? Est-ce que tu trouves ça assez éthique ou pas? Je dirais que moi, j'ai un profond malaise avec ça. Euh, la première fois que je suis entré en contact avec ça, c'est en regardant Star Wars, que j'ai vu Rogue One, oui c'est ça. la princesse Léa, Oui. qui, je me dis, mon Dieu, mais on dirait que c'est l'actrice qui est décédée, mais qui est encore là. Donc là, premièrement, j'ai sorti du film. Ouais. J'étais plus en train d'écouter l'histoire. J'étais dans Heureusement tout que c'était à la fin. Heureusement que c'était la toute dernière scène, parce que ça aurait été compliqué sinon. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Au niveau de ça, ben, ça m'a fait sortir. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est pas réussi. Si le but, c'est de nous faire rentrer dans une histoire. Ouais. Alors, il y a ce malaise-là. Et j'ai le malaise aussi d'utiliser comme l'acteur ou l'actrice qui est décédée. On disait, ben, premièrement, est-ce qu'elle est vraiment consentante pour faire ça? Clair. Et là, je pense que maintenant, ils font signer des ententes à l'obtention d'un rôle pour inclure ça là-dedans, que ça pourrait arriver éventuellement. Du coup, vraiment, tu signes directement l'idée que ton image ne Ouais, t'appartiendra plus jamais c'est parce ça. qu'elle appartient à un studio ou à une licence. Parce que dans le cadre de Star Wars, ça a changé de studio entre-temps, mais du coup, son visage appartient maintenant à Disney, on va dire. C'est ça. C'est là, ça devient que t'es plus, c'est plus toi. Oui, On c'est fait ça. n'importe quoi avec ce que t'es, avec ton image. Donc, il y a ce malaise-là qui continue. C'est pas comme si on créait un personnage de toute pièce, comme le dessin, Ouais. qu'on le crée avec le dessin à la main ou par l'intelligence artificielle. Si c'est un personnage qu'on crée de toute pièce,
c'est quelque chose, lui, il mourra jamais, puis Oui. tant mieux. Mais si on prend un acteur ou une actrice qui est mortel, parce que c'est ce qui fait qu'on est des humains, on va mourir un jour. Et c'est à cause de cette fin-là, je trouve, que ça donne de la valeur à notre vivant. Donc, comme en ce moment, on se parle, on est là, on est les deux, on est vivants. C'est un moment... Ouais, non, c'est bon. Espérons. Mais ça donne une valeur à ce moment-là. Si on le refaisait avec nous morts, mais qui continue à se dire ce qu'on aura décidé qu'on va dire, on n'est plus dans notre humanité. Je trouve que ça fait même aussi un peu du mal aux acteurs qui prêtent leurs traits à la base à ces personnages-là, parce qu'il faut comprendre que c'est pas juste que numériquement on rajoute l'actrice de Leia, c'est juste que il y a quelqu'un qui est dans un costume avec des motion capture, donc c'est-à-dire avec des capteurs pour le visage, et c'est cette actrice-là qui va être remplacée numériquement par l'actrice de la princesse Leia. Mais du coup, le principe même d'un acteur, pour moi, c'est d'incarner un rôle, un rôle en particulier. Sauf que là, on ne parle plus que l'actrice qui était derrière le trait incarnait le rôle de Leia, elle incarnait carrément le rôle de l'actrice d'origine, donc de Carrie Fisher. Donc je me dis, mais du coup, par exemple, avant que le numérique arrive, quand on faisait un nouveau rôle avec un nouvel acteur, on changeait d'acteur simplement. On trouvait quelqu'un qui peut-être pouvait ressembler à peu près, mais on le remplaçait pas numériquement par l'acteur d'origine. Ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, je trouve que du coup, c'est caché aussi le talent de l'acteur qui est derrière tout ce maquillage numérique. Du coup, je trouve ça assez dommage, ça aussi. Oui. Ben oui, c'est ça. Avec l'exemple de James Bond, où on a changé souvent d'acteur pour le jouer. Des fois, dans les premières secondes, on peut être déstabilisé parce qu'il y a un nouveau visage. Oui, ça. Mais après ça, la personne est là, elle est humaine, elle est vraie. On embarque dans l'histoire, puis on fait un voyage avec cet acteur-là, avec cet humain-là. Puis, même, il y a aussi le problème imaginons que c'était un acteur qui n'avait pas apprécié son rôle. Il y avait eu un cas assez récent qui avait pas mal fait polémique parce que c'était dans le film The Flash, où du coup, c'est à un moment donné où on voit beaucoup des acteurs de Superman. Tous les acteurs de Superman et de Batman, etc., on les revoit un peu dans une sorte de boucle temporelle. Et l'un des acteurs en particulier qui a été ressuscité numériquement, alors tu avais bien évidemment... Christopher Reeves, donc l'acteur des films de Superman des années 70. Donc je crois que ça, il y a eu l'accord de la famille pour qu'il revienne. Donc, il y a quand même un accord quelque part. Mais par contre, il y a eu un autre acteur qui jouait avant ça dans une série télé pour Superman, dans les années 50 à peu près. Et cet acteur-là s'est suicidé à cause de son rôle. Parce que son rôle, il avait tellement son rôle dans la peau qu'aucun producteur voulait le prendre pour un autre rôle que Superman. Il n'a jamais réussi à avoir la carrière qu'il voulait. Donc finalement, à la fin, il n'en pouvait plus. Il a fini par mettre fin à ses jours. Et là, presque 50, 60 ans plus tard, on le ressuscite numériquement pour le remettre dans le même rôle de Superman. En fait. C'est compliqué là quand même. Éthiquement, c'est quand même... c'est pas terrible. Hein. Oui, des grandes questions d'éthique là-dedans. Puis je ne sais pas à quel point le spectateur va suivre et va apprécier ce genre de truc qui manque d'éthique, justement. Oui, c'est ça. Bah après bon, j'imagine que les spectateurs, en somme, ne sont pas censés être au courant de tous les points qu'il y a au niveau des productions. Mais bon, ça reste quand même un débat, je trouve, assez important. Parce que je ne sais pas si on pourra éternellement continuer à faire des résurrections d'acteurs juste pour dire ah bah non, mais c'était, je sais pas, c'était Harrison Ford qui jouait, je sais pas, Indiana Jones par exemple, et de faire que, oh bah tiens, pour le prochain film, ok, alors peut-être qu'on ne pourra plus avoir Harrison Ford, mais on va quand même le ressusciter, encore une fois numériquement, parce que bah tiens, on peut le faire. Mais non. Au bout d'un moment, peut-être changer d'acteur, c'est peut-être pas plus mal non plus. Ouais. Mais du coup, je voudrais aussi maintenant te demander. On va passer à un petit sujet que j'aborde très souvent ici, par rapport à l'IA. Vu que toi tu travailles dans le doublage, t'en penses quoi un petit peu de l'état de l'IA
dans le doublage. Je sais que ça commence à devenir de plus en plus présent, le fait d'utiliser des algorithmes du coup et des IA pour générer des nouvelles voix de doublage. Oui, il y a plusieurs considérations avec ça. Premièrement, il y a certaines voix qui sont faites à partir du pillage de d'autres voix. Donc, la voix est générée en s'inspirant de d'autres voix, en prenant des Ah oui, données de voix déjà enregistrées. Donc, il y a ces voix-là. C'est sûr que les acteurs qui se font piller leur voix ne sont pas rémunérés pour ça. Sinon, au niveau du résultat, ben, en ce moment, c'est sûr que la technologie n'est pas encore parfaite, ce qui fait qu'on entend une différence. La plupart du temps, il nous manque encore une chaleur. Il nous manque l'humain encore. C'est ce qui fait qu'on s'attache à un personnage et même dans des productions doublées où on est habitué d'entendre la voix de tel acteur sur tel acteur original. On s'attache à ce personnage-là, mais aussi on vibre au vivant. Oui. Donc, si la voix, elle est vraie, c'est sûr que le spectateur va plus vibrer, en tout cas pour l'instant. Un jour, peut-être que la technologie arrivera à imiter notre vibration vivante, mais à ce moment-là, ben, c'est sûr que nous, on n'aura plus de travail. Ça, c'est va vrai, falloir faire d'autres choses. Ça, c'est le danger général de l'IA, c'est ce côté à quel point on pourra atteindre une sorte de perfection dans ce système-là qui permet de faire un film au complet. Parce que là, maintenant, je sais qu'au niveau de l'image, on peut faire un film. Au niveau du son, au niveau de la musique, on peut faire un film. Au niveau maintenant du doublage, on peut faire un film. Bon, du coup, il n'y a quasiment plus rien à faire sans. Il n'y a plus spécialement besoin d'avoir des métiers spécifiques. Il suffit juste de demander à l'algorithme de générer le film et puis basta. C'est ça. Alors pour l'instant, le seul point positif que je vois au niveau de l'emploi, parce que si je pars, par exemple, mon travail de doubleur, parce qu'il y a cette technologie-là qui existe et que, par exemple, à Hollywood, on peut peser sur un bouton et que le film est disponible en 145 langues. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui perdent leur emploi dans ce sens-là. Mais le point positif, c'est que si c'est vrai dans ce sens-là, ça peut être vrai dans l'autre sens aussi. Donc, par exemple, une production québécoise pourrait peser sur ce bouton-là et être disponible en 145 langues. Ah oui. Et donc, que le monde entier ait accès aux films québécois. Ce qui n'est pas possible maintenant parce que les films québécois ont pas assez de moyens pour doubler en 145 langues. Ah oui, c'est pas bête ça comme point de vue. Après, c'est sûr que forcément, ça enlève encore une fois l'étape humain de trouver les personnes, de doubler du coup dans la langue en question. Mais c'est sûr que ça permettrait d'avoir plus d'accessibilité peut-être dans d'autres pays. Bon, après, il y a toujours l'histoire des sous-titres, évidemment. Je pense qu'il y a toujours, c'est toujours sous-titré. Puis je pense que il y a le problème de la distribution, même si on enlève le côté doublage dans la langue, faut quand même, ça coûte quand même très très cher de pouvoir distribuer dans plein de pays dans le monde. C'est pour ça qu'il y a quasiment que les États-Unis qui se permettent de faire ça. Ou peut-être maintenant en Inde ou en Chine aussi qui commencent à beaucoup s'exporter. Mais ouais, c'est sûr qu'après, il faut réussir à trouver le client. Donc, mais c'est ça, avec l'Internet aussi, la diffusion est plus facile qu'à l'époque où il fallait transporter la bobine dans le pays. Tu sais. C'est ça, il y a moins de traversées en bateau là, il y a pas besoin. C'est ça. Oh, merde, putain, on a oublié la bobine. C'est con, putain, ça pourrait être problématique. Notamment même, et notre spectateur, il y a eu un petit cut au montage, désolé, ça reprend. Donc, là, du coup, je voulais quand même te poser la question. Est-ce que tu préfères travailler sur des projets qui sont bien rémunérés, sur des gros projets, sur des grosses licences, ou alors des fois tu préfères quand même être sur des projets plus petits, plus humbles, mais qui sont vraiment intéressants? Je dirais, il y avait Robert Gravel qui a été mon professeur, qui disait qu'il y a 3 facteurs importants à considérer pour choisir un projet.
Il y a l'œuvre sur le projet, qu'est-ce qu'on va faire, de quoi ça va parler, est-ce que ça nous intéresse, tout ça. Il y a l'équipe avec qui on va travailler et l'argent. Et il dit, ça n'en prend au moins 2 des 3 pour accepter. D'accord. OK. Et puis, moi, personnellement, j'ajouterais aussi l'intuition. L'intuition, c'est dangereux des fois. Oui, Mais c'est vrai que c'est important. Ça peut être trompeur, mais oui, pour moi, ça fait partie de mes facteurs de décision. D'accord, OK. Du coup, j'imagine que tu as bossé beaucoup sur des projets quand même très bien rémunérés enfin, je sais que tu as aussi bossé sur pas mal de petits projets. Évidemment, on a bossé ensemble du coup sur des projets Oui. non rémunérés du coup. Oui, ben oui, j'ai travaillé sur tout, puis on peut aller chercher des choses différentes dans chaque projet aussi. Il y a il y a des grosses productions où je vais travailler à être dans mon rôle, à me concentrer malgré l'immense équipe qui est là, les trucs, les effets spéciaux ou n'importe quoi. Mais c'est sûr que je vais accorder le même sérieux, la même implication dans un projet qu'on fait sans argent, parce que le but, c'est toujours de continuer à avancer dans la pratique, de se perfectionner, d'aller plus loin, d'aller fouiller des zones qu'on n'a pas fouillées encore. Par exemple, quand tu m'as parlé de la parodie que tu voulais faire sur la mafia, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc, j'ai fait « Oh, intéressant, intéressant. J'ai envie d'essayer ça, de voir qu'est-ce que j'ai l'air, moi, en mafioso. » Et puis c'est surprenant comment, finalement, ça devient possible. Vraiment, je te remercie encore une fois, mais parce que je m'attendais pas à voir un acteur aussi chevronné dès mon premier court-métrage, et même que tu sois revenu après pour Roxane, parce que je me suis dit, je vais pas te contacter encore une fois pour un projet non rémunéré. En plus, c'était un projet, alors, au début, c'était un projet sans son, sans dialogue, sans rien, tu étais juste tout seul dans un appartement, et finalement, tu m'as quand même répondu oui avec grand plaisir. J'étais, bah, c'est trop cool. Ouais, franchement, ça m'a fait plaisir du coup que tu m'aies fait confiance plusieurs fois sur des projets. Ah oui, ben les idées étaient intéressantes, puis c'est ça, le feeling était bon. Voilà, c'est ça. Le feeling, c'est toujours important, je pense, pour avoir une bonne cohésion dans le travail et dans le groupe, de faire en sorte que tout se passe bien. Je sais que c'est un peu ma seule vraie contrainte, entre guillemets, sur un projet que je me dis quand je suis en tant que réal, c'est plutôt ce côté que tout se passe bien pour tout le monde, que s'il y a du stress, c'est moi qui le prends, mais pas le reste de l'équipe. Parce que ça m'enquiquinerait en fait de me dire que les gens se disent que ok, le projet peut être intéressant, mais que avoir bossé avec moi, ça a été un enfer, par exemple. Ça, c'est des trucs qui me fait un peu peur. Ouais, ben rassure-toi, c'est pas le cas. C'est ça. Bon, une personne qui m'a confirmé que tout va bien sur 50 personnes. Bah nickel, j'espère que pour le reste aussi. Bon, bah, super, merci beaucoup en tout cas. Du coup, je voudrais quand même te poser la question, est-ce que tu aurais des conseils à donner du coup à des jeunes réalisateurs? Pourquoi je dis réalisateurs? Des jeunes acteurs plutôt. Des jeunes acteurs. Qui voudraient se lancer un petit peu dans ce métier. Ben, premièrement, je dirais, comme on m'a déjà dit, avant de faire mon audition au conservatoire, il y avait eu une réunion avec Raymond Cloutier, qui était le directeur du conservatoire, et qui nous disait si vous pouvez faire autre chose, faites-le. C'est vrai? C'est vrai? Oui. Et si vous pouvez voir que vous pourriez être bien à faire autre chose qu'être acteur, faites-le. Vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Oula, donc c'est un sacré conseil. Oui, oui. Alors, oui, il y a de ça, dans le sens que c'est un chemin qui peut être très ardu. Ouais. Donc, si on décide de s'engager là-dedans, il faut quasiment avoir l'impression que tu ne peux pas faire autre chose. D'accord. Que tu es prêt à te lancer puis à vivre tous les contre-coups du métier, les hauts, les bas, vivre les déceptions des auditions qui ne fonctionnent pas, tout le manque de revenus entre 2 contrats, tout ça, il faut être prêt à vivre avec tout ça. Okay. Et si je me dis, hey, je me vois tellement pas faire autre chose, j'y tiens vraiment, bien là, à ce moment-là, faut se lancer,
faut y aller avec son cœur, puis Puis aller à fond, quoi. puis y aller à fond, ouais. Ok, parce que c'est vrai que ça me fait toujours penser, c'est que les gens ont un peu cette image idyllique, entre guillemets, des acteurs, de se dire ah mais les acteurs d'Hollywood, ils sont tellement surpayés, ils ont des salaires mirobolants. Je fais, oui, mais Mhm. même des fois, dans le cas d'acteurs assez connus, pour que tu les vois dans plein de séries, par exemple sur Netflix ou sur d'autres prods, tu te dis, bah, eux, forcément, ils doivent gagner des milliers et des cents tout le temps. C'est pas forcément le cas. Mhm. Tout le monde n'est pas des Robert Downey Jr. en puissance ou d'autres acteurs ultra bankable. C'est quand même dans le cas d'acteurs qui ont des rôles assez récurrents, c'est pas pour autant qu'ils gagnent forcément bien leur vie ou même qu'ils Mhm. arrivent à tenir le coup avec leur famille, par exemple, ou autre. Oui, c'est ça. Il y a tellement de parcours d'acteurs différents où on dit que ben, la grande majorité, en tout cas au Québec, ne peuvent pas vivre de ça. Ouais. Donc, il faut vraiment être passionné pour s'entêter à en vivre. Tant mieux si le succès arrive, mais même là, si le succès arrive, ça ne veut pas dire qu'il va durer. Ouais. Il y a des acteurs qui ont été hyper connus à un moment de leur carrière, et puis après ça, on les a perdus de vue. Il y a tellement de circonstances qui peuvent influencer le fait que tu travailles ou que tu ne travailles pas parce qu'il n'y a aucune stabilité d'emploi. Mm. Il n'y a rien qui garantit, après un rôle, que tu vas en avoir un autre. Donc, tant mieux si ça arrive, puis que ça n'arrête pas. Mais il faut être prêt à ce qu'il y ait des trous. Et j'avais un prof comme ça aussi qui nous avait dit, alors lui il était dessinateur, enfin du coup concept artiste, et il nous avait dit en gros, enfin, il avait dit à ses enfants directement, non mais par contre, je veux absolument pas que vous fassiez ce métier-là, parce Mhm. que même si lui pour le coup il gagne très bien sa vie et que tout va bien, etc., il n'y a pas de souci, mais juste ça a été un chemin semé d'embûches toute sa vie, et même jusqu'encore maintenant j'imagine, où bah, trouver un boulot stable, constant, c'est pas Mhm. forcément évident. Même Mhm. là, alors, personnellement, j'étais dans les effets spéciaux et Ouais. animation. Et là, pendant des années, tout s'était très bien passé, il n'y avait pas eu de problème. Mais là, il a suffi d'une crise. Enfin, il y a eu la crise là, du coup, des scénaristes à Hollywood. Ça a tout stoppé. Ça a Mhm. tout bloqué. Mhm. En un sens, je les en veux pas non plus parce que je comprends parfaitement tous les problèmes qu'il peut y avoir à être scénariste ou même acteur. Encore une fois, bah, on parle de ça, mais la grève des acteurs à Hollywood, je comprends parfaitement leur grève, je comprends parfaitement qu'ils aient peur par rapport à leur boulot, par rapport même à leur salaire et autre chose. Mais c'est sûr que ça a bloqué complètement l'industrie pendant là près de 2 ans. Et du coup, ça fait que là maintenant, en tout cas au Canada, après je sais pas trop dans les autres pays, mais là au Canada, j'ai l'impression que c'est le calme plat au niveau Mhm. des productions. J'imagine que pour Mhm. toi aussi, là, je pense pas que tu aies beaucoup de projets en ce Mhm. moment. Mais non, c'est ça. En ce moment, le nombre de productions a baissé par rapport aux 2 dernières années. Euh, c'est ça. Il y a tellement de circonstances qui peuvent influencer le fait qu'en ce moment, tu travailles ou que tu ne travailles pas, il y a une infime partie qui est sous ta responsabilité, en fait, Ouais. à comparer le nombre d'éléments extérieurs qu'il peut y avoir. Ok, ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment pas évident tout ça. Mais par contre, je voulais revenir sur un point mais qui m'a beaucoup plu. C'est que tu avais dit justement dès le départ que tu voulais faire beaucoup de métiers Ouais. différents et Mhm. que c'est ça ce qui t'a donné en fait l'envie d'être acteur pour pouvoir jouer tous ces métiers. Je me Mhm. demandais, est-ce que du coup tu as atteint ton objectif d'avoir pu faire tous ces métiers-là au cinéma? Ouais, ben oui, quand même beaucoup à Ouais? date, vraiment. Ben oui, j'ai été un avocat. Ok. Euh, j'ai Si vous été, cherchez un avocat du coup, alors euh, l'appelez pas lui parce que je suis pas sûr, mais oui, j'ai été un coroner. ok. J'ai été inspecteur de police dans la Société Distincte sur Illico. Ok. Euh, un policier dans District 31 aussi. Un musicien dans Full Blast, une rockstar dans Harmonium, Ok. un felkiste révolutionnaire dans Simone et Chartrand. Donc, il y a des aventures qui me sont arrivées que j'aurais pas pu imaginer moi-même. Hmm. J'aurais pas pu le mettre sur ma liste des métiers que j'aurais Oui, c'est voulu ça. faire et ils sont arrivés et puis c'était une belle surprise. Du coup, ça fait vraiment penser beaucoup à mon cas. C'est que quand j'étais enfant,
j'ai voulu faire tellement de métiers aussi, à me dire, j'avais commencé, je voulais être vulcanologue, puis après je voulais être astronaute, puis après je voulais être archéologue. En fait, au bout d'un moment, je me suis juste dit, non, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est les films. C'est ce qui se passe dans les films. Oui, oui, C'est pas le métier en lui-même. Donc du coup, en fait, c'est comme ça que mon parcours a fait que je me suis voilà. dit, mais en fait, je veux juste faire des films. Je veux devenir réalisateur. Donc Mhm. finalement, on a le même parcours, un Ouais, peu différemment ouais, du coup, oui. mais c'est Ben un peu dans la même exactement. lignée. Moi, c'est comme ça que je l'ai réalisé aussi, parce que la journée où je me suis dit, mais OK, quand je voulais devenir astronaute, c'est parce que je venais de voir Star Wars. Oui, c'est ça. Quand je voulais devenir boxeur, c'est parce que je venais de voir Rocky. J'avais toujours une référence à un film qui m'avait fait découvrir un monde, et là, le monde m'intéressait. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça que je trouve qui était une grande force du cinéma, c'est de partager des univers. Exactement. C'est de donner envie aux gens d'évoluer, de développer un peu leur culture par rapport Mhm. à ces éléments-là. Genre, moi, Ouais. c'est vraiment pareil, hein, pour le coup, c'est vraiment en voyant le pic de Dante que j'ai voulu devenir vulcanologue, puis Mhm. j'avais vu je ne sais quel autre film, j'ai voulu devenir astronaute, puis un autre film archéologue. Vraiment, enfin, je me suis Mhm. juste dit, non, en fait, c'est juste fais des films, quoi. Tant Ouais. qu'à faire, c'est beaucoup plus simple, c'est moins chiant que d'aller dans l'espace. Ouais. Mais Ouais, ouais. ouais, c'est... Ouais, puis des fois, ça offre un prétexte aussi pour fouiller un sujet Oui, qu'on n'aurait pas eu dans la vie autrement avec un autre travail. Mais là, comme par exemple, là en ce moment, si sur tel projet, ça se passe pendant l'époque de la grippe espagnole en mmh, 1918 dans l'Ouest canadien. C'était une production sur laquelle j'avais été invité qui s'appelait Unity 1918. ouais, J'avais été invité à être metteur en scène en résidence par Claude Poisson, d'accord. qui est un super grand metteur en scène qui vient malheureusement juste de nous quitter, qui a été super important pour moi et qui m'avait amené sur ce sujet-là parce qu'il avait choisi cette pièce-là et qui m'a invité à venir à travailler avec lui, que là, je me suis mis à fouiller sur cette période de notre histoire, de l'histoire de l'Ouest canadien. Et puis, Mmh. là, à ce moment-là, tu trouves une information, ça devient Ouais. une pépite d'or. Mmh. Parce que tu t'intéresses à ce sujet-là, parce qu'on on raconte une histoire qui se passe là. Ouais, c'est Puis ça. ça a peut-être fait le même effet à un spectateur qui a vu la pièce, qui ah, mon Dieu, mais je savais pas que ça était arrivé. Puis là, ça pique sa curiosité, ça lui donne envie d'aller fouiller ailleurs, d'aller se nourrir. C'est ça. Pour moi, le cinéma, c'est l'émotion. Mais l'émotion de manière très générale, c'est-à-dire autant l'émotion d'apprendre quelque chose, de se cultiver sur un sujet, Mm, des sujets des fois qui t'étaient jamais passés par l'esprit. mm, C'est que récemment, j'avais fait du coup mon dernier film, du coup, Je suis, qui est sur l'histoire d'une personne qui se pose des questions sur son orientation sexuelle et qui va du coup se retrouver dans comment dire, dans un bar où se déroule un spectacle de drag queen. mhm, Drag queen, jamais de la vie, c'était un truc qui m'intéressait. Je connaissais un petit peu, mais ça me disait rien. Et par pur hasard, du coup, c'est un ami qui me propose d'aller voir un spectacle. Du coup, j'ai été voir ça, il performait. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, parce qu'à filmer, à mhm, faire une belle mise en scène, à faire mhm, des belles danses, des belles chorégraphies, là, il y a de quoi s'éclater. Et là, du coup, je me suis intéressé du coup au sujet, je me suis mis mhm. un petit peu dedans, etc. C'était vraiment intéressant à découvrir. Donc, Ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment ça le principe du cinéma. ouais, Alors, acteur, je connais pas trop de ce côté-là, mais plutôt ouais, du coup, dans mon côté, c'est plus le côté mise en scène. Et ouais, c'est ça, la mise en scène, ouais. c'est que tu passes des jours et des jours avec des spécialistes, avec des gens qui Mhm, connaissent à fond le sujet, pour être certain de trouver, ah ok, attends, tu viens de dire ça, mais attends, ça c'est vachement intéressant à mettre en image, donc vas-y, on parle là-dessus, etc., etc. ouais. Ça c'est vraiment trop bien. Oui, oui, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on explore un nouveau sujet, premièrement, on rencontre d'autres personnes et on se rapproche du sujet et on se rapproche de nouvelles personnes qui sont impliquées dans ce sujet-là. Et donc, c'est comme si on agrandit notre famille Mm. de personnes qu'on connaît et avec qui on a une complicité. Oui, 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 oui. Donc, par exemple, à un moment donné, je me suis mis j'ai eu un contrat où je devais écrire avec Jean-François Caron, un auteur. On écrivait ensemble un spectacle pour Bécomo sur la construction des barrages hydroélectriques du complexe Manicoutarde.
Très précis. C'était parce que les gens, quand ils vont à Bécomo, ils vont visiter ces endroits, le barrage de Manic 5, D'accord. il y a des barrages hallucinants, comment c'est immense. Puis là, donc pour l'écrire, on s'est plongé là-dedans. On est allé voir qu'est-ce qui s'est passé au moment de la construction, au moment de la nationalisation de l'électricité au Québec. Comment c'est devenu important et fondateur pour l'identité du Québec au complet, et qu'ensuite, la francisation des chantiers, parce que tout se passait en anglais avant sur les chantiers, et là, tout ce monde-là, et ce qui fait qu'à un moment donné, après avoir travaillé là-dessus, je me promène dans la rue, je vois un gars d'Hydro-Québec dans un poteau, puis j'ai envie de faire un salut, parce que Ouais, tu on peux. travaille à la même affaire, on travaille pour cette construction collective, là, Ouais, je tu vois sais. ça. Il y a quelque chose, il y a une complicité qui se crée parce que on a fait une immersion dans un sujet auquel on n'avait pas accès avant. Putain, c'est trop bien ça. Sinon, ben, je ne connais pas, j'ai aucun lien Oui. avec lui, donc je ne le salue pas. Mais je ne sais pas, c'est... C'est trop bien ça comme anecdote. ouais, C'est incroyable. Parce il que y a- ouais, du coup, je me dis, forcément, tu termines le tournage, t'es devenu un spécialiste dans la matière, forcément. ouais, C'est ça. ouais. Puis c'est ça, j'ai monté des shows aussi qui donnaient une grande place aux nouveaux arrivants au Québec. On a fait beaucoup de recherches. On est allé voir des associations de gens qui aident les nouveaux arrivants à s'installer, à s'intégrer à Montréal, au Québec. Puis donc, je suis rentré en contact avec beaucoup de gens qui m'ont parlé de leur histoire. Il y a certains extraits qui sont qui ont été portés jusque sur scène dans le spectacle. Mais en général, c'est comme si mon cœur s'est ouvert encore plus Mm. parce que j'ai eu accès à des nouvelles histoires, à des nouvelles personnes. Puis ça fait que, c'est ça, j'ai l'impression comme que ma famille Ça s'agrandit grave. toujours à chaque sujet. Ça, pour moi, il n'y a que les gens dans le cinéma qui peuvent vivre vraiment ce genre de choses-là. Parce que ça te permet d'être tellement large, tellement élargi sur tous les projets que forcément. Après, Mhm. j'imagine que tu tombes Ben, souvent sur des mêmes types de projets. Je sais que tu as souvent été policier dans ta carrière en tant qu'acteur, mais j'imagine mhm. que tu as fait quand même beaucoup d'autres projets qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, aller fouiller un sujet, on y va par le cinéma, évidemment, mais on peut aussi y aller par le théâtre, Mm. par Les l'art en livres, général, les jeux vidéo, livres, tout ça. qui sert à communiquer Mm. avec nos semblables. C'est ça. Je voulais te demander, du coup, parce que là, je pense qu'on va arriver vers la fin. Est-ce que tu avais un sujet que tu voudrais aborder? Ben, et il y a, je dirais, une partie importante de cet écosystème dont on parle depuis tantôt, qui est le spectateur. Oui, Et je trouve que le spectateur a un pouvoir sur le financement de ce qui se produit d'accord. dans ses choix. C'est-à-dire que quand un spectateur choisit de regarder, par exemple, un film québécois, Mhm. il va payer pour le voir. Son argent va se rendre à des gens qui ont travaillé à construire cet univers-là, à nous mettre sur Ouais. écran, à partager qui on est. Si, à l'opposé, quelqu'un qui décide de regarder une production qui vient d'ailleurs, qui la regarde sur une plateforme qui est née ailleurs, il envoie son argent ailleurs. Mhm. Donc, c'est cet ailleurs-là qui aura les moyens de faire d'autres productions. D'accord, oui, je vois. Donc, le pouvoir de nos choix, c'est le pouvoir de financer finalement ce qu'on a envie de financer. Mhm. Parce qu'on on dit consommer, c'est une façon de voter. Oui, Et consommer de la culture, c'est la même logique dans une certaine façon, parce que les productions qu'on va aller voir, qu'on va décider d'appuyer, quand on va faire partie du tant de milliers de personnes qui ont vu cette œuvre-là, qui en a fait un succès, bien, ça fait qu'après ça, on peut en faire d'autres
Oui. production, ce qui fait que, ben c'est ça. Je trouve ça important à nommer le pouvoir du spectateur. Bah, surtout qu'en plus, c'est lui en fait qui va diriger presque entre guillemets ce que seront les productions, enfin ce que va penser les producteurs. Parce que par exemple, on va donner un exemple par exemple dans le cas de Crave ou dans d'autres plateformes, par exemple Netflix ou autres. Si la plateforme se rend compte que bah tiens, les séries policières fonctionnent très bien, Mhm. forcément ça va influer complètement Ouais. par rapport à ça. Ça va se dire bah du coup, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire un projet, je ne sais pas, sur les avocats? Ah non, ça marche moins. Donc du coup, on Mm. va rester sur du truc policier. Ah bah tiens, on voudrait Ouais. faire une série sur, je sais pas, des boulangers. Peut-être que ça pourrait vachement Ouais. bien marcher, mais sauf que toi, tu viendrais avec ton idée d'un projet qui serait vachement intéressant sur la boulangerie. Je suis pas sûr de le faire ce projet-là, donc n'écoutez pas trop. Mais on sait jamais. Et donc du coup, tu viens avec cette idée-là, qui est Ouais. peut-être géniale, peut-être Mhm. un super sujet. Peut-être que Crave ou les plateformes à Netflix vont se dire, alors t'es bien gentil, hein, mais tes baguettes là, on s'en fiche un peu, parce que à côté de ça, on fait plutôt des séries policières. Et ça marche vachement bien. Donc si tu veux venir bosser avec nous, tu peux venir. Mhm. Ouais, mais du coup, c'est que j'ai l'impression qu'on clôt beaucoup de portes en fait au niveau des productions et on finit par arriver sur quelque chose de toujours constant, toujours à peu près les mêmes types de sujets. Encore une fois, je disais dans le cas des séries policières parce que pour moi, je trouve que c'est le plus flagrant. À chaque fois que je vais voir à la télévision ou sur d'autres plateformes, j'ai l'impression que c'est souvent les séries policières qui sont mises en avant ou qui sont les plus produites. Mhm. Alors bon, je m'inclus un peu dedans parce que en ayant fait Roxane, c'était vrai que c'était pour moi le plus évident parce que c'est pas très cher à produire, c'est facile, c'est contemporain, c'est d'actualité, donc pas besoin d'avoir des décors spécifiques, pas besoin d'avoir beaucoup d'acteurs parce qu'il suffit d'une petite scène de crime et puis c'est fait. Mhm. Et du coup, tu te dis, ben, ça coûte pas très cher à produire, c'est assez efficace au niveau de la mise en scène Mhm. et tu peux avoir des sujets qui sont assez prenants facilement pour le spectateur. Donc forcément, tout le monde va se dire, bah tiens, on va faire des séries policières à la chaîne, Mhm. parce que c'est beaucoup Mhm. plus simple à faire, et les gens sont toujours au rendez-vous. Mais quand tu vois que par exemple, comment dire, des westerns par exemple, c'était à l'époque, dans les années 60, 70, enfin 50-60, c'était très populaire de faire du western. C'était Ouais. tellement mis en avant, mais du jour au lendemain, Mhm. C'est ça. Déjà, à cette époque, il y avait des algorithmes c'est ça. qui faisaient que plus tu regardes ça, plus on t'offre ça. C'est ça, Ouais. l'algorithme s'appelant le public. Voilà. C'est toujours ça, Voilà. toujours le même principe. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, du coup, comme tu disais, dans le cas des productions, j'imagine que, je ne sais pas à quel point Crave, par exemple, dans le cas des plateformes canadiennes, du coup, c'est aussi important que ça, comparé par exemple aux plateformes américaines. Donc à la Netflix ou Paramount ou Disney+. Mhm. C'est Est-ce qu'ils sûr que arrivent à la concourir? compétition est très féroce. Et puis, c'est c'est ça. Tout le pouvoir est dans les mains des spectateurs, en fait. Ouais. Parce que si les spectateurs s'en vont en masse vers Netflix, et Et donc délaisse, les capitaux s'en vont vers Netflix, ouais. puis c'est eux qui vont avoir les moyens de produire des trucs, puis, et puis c'est eux qui vont en faire. Et puis notre industrie de ce côté-ci va mourir. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on a envie d'appuyer, qu'est-ce qu'on a envie qui survive, puis il faut faire nos choix en conséquence. C'est sûr que c'est le fun à voir butiner dans le monde entier, parce Oui. que c'est le fun d'être influencé par tout ce qui se fait. C'est bon d'être challengé par ce qui se fait ailleurs et tout. Mais si on ne fait que l'ailleurs, Oui. il n'y a plus rien. Surtout quand tu te rends compte que, alors dans le cas du Québec, même de la France ou dans d'autres pays, on a, comment dire, on a presque pour moi les meilleurs talents. On a énormément de talents, Mhm. autant dans le cas des acteurs, des réalisateurs, de n'importe quel métier, dans le cinéma ou dans l'audiovisuel en général. C'est beaucoup, ça vient beaucoup de France, du Canada et tout, même d'Angleterre et autre part, mais c'est jamais dans ces pays-là que c'est vraiment implanté. C'est plus que du coup, c'est les États-Unis qui récupèrent ces artistes-là pour les faire bosser chez eux parce que au final, là où il y a le plus d'argent qui est mis sur la table pour faire des projets, pour faire des productions, ça reste les États-Unis, Mhm. malheureusement. Ou alors maintenant, il y a peut-être la Chine, il y a Bollywood Mhm. aussi.
Le Japon Oui, aussi. oui, puis c'est correct aussi de vouloir faire, comme artiste, vouloir aller travailler ailleurs et explorer, Ouais, voir qu'est-ce que je peux faire avec tant de millions, ou jusqu'où je peux aller. c'est ça. Fantastique. Mais c'est ça, je pense qu'on gagne tous en tant qu'être humain sur la planète, d'avoir le plus de diversité artistique possible. C'est comme un écosystème artistique. C'est la même chose que l'écosystème de la nature, où s'il y a des espèces en voie de Mhm. disparition et qu'ils disparaissent, bien, l'humanité s'appauvrit C'est ça. de culture ou de... Regardez des productions canadiennes avant que, les Canadiens et que les talents canadiens disparaissent. Ce serait quand même triste. Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Du coup, je pense que c'est bon au niveau du sujet. On l'a plutôt bien abordé. Ouais. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions ou peut-être si tu avais quelque chose à promouvoir en particulier actuellement. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. En ce moment, les projets qui s'en viennent ne sont pas assez confirmés pour pouvoir en Ah, parler. ah. Mais déjà, on peut parler. Ben, au niveau du doublage, par exemple, ça, je peux en parler. Si vous allez sur Prime, vous pouvez voir une série qui s'appelle Cross. Ok. Le personnage principal, c'est moi qui fais sa voix. Ok. C'est un inspecteur de police, encore, dans le milieu. T'es catégorisé là-dedans, hein, je suis Ouais, désolé. voilà. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Bon, bah, c'est parfait. Ouais. Messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'oubliez pas de le liker, de le partager et surtout, n'oubliez pas, continuons à faire le cinéma.